Je ne sais pas vous autres, mais moi, ce qui me vient en premier en tête quand on me parle de stimuler la motricité, ben, ce sont des parcours moteurs, des mouvements, le parc, des ballons, peut-être la pâte à modeler, même des crayons. Mais si je vous disais qu'un chien pouvait aussi être notre meilleur allié pour travailler tout ça, est-ce que vous êtes encore avec moi? J'espère que oui, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrouve Léa Galland, ergothérapeute, et qui est complice d'une collègue un peu spéciale, sa chienne Pam, avec qui elle offre des séances d'ergothérapie dans lesquelles jouer, bouger et aider prennent une dimension totalement différente de ce à quoi on peut s'attendre. Donc, entre idées concrètes, anecdotes savoureuses, vos verrez et réflexions sur la posture thérapeutique et les précautions aussi, on vous promet un épisode qui risque fort d'éveiller votre curiosité et peut-être même l'envie d'accueillir quelques pattes de plus dans votre quotidien. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Josiane, merci à toi de m'avoir invitée à nouveau, c'est trop chouette. On t'a déjà écouté et on a appris beaucoup de toi dans un épisode antérieur sur la CAA, la communication alternative augmentée. Et là, on te retrouve de nouveau dans un autre contexte. Alors, je voulais t'inviter à te présenter de nouveau, mais cette fois-ci, présente-nous ton versant animal. Exactement. Écoute, du coup, je me représente pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 53. Moi, je suis ergothérapeute en libéral, juste à côté de Lyon. Et depuis maintenant 6 ans dans ma pratique, je travaille aussi en médiation animale. Donc, ce qui fait que j'essaye d'incorporer aussi la médiation animale dans ma pratique avec les enfants. Et du coup, j'ai accueilli ma chienne Pam qui vient avec moi au cabinet en séance pour le plus grand plaisir de mes petits patients. Je vois que ça a vraiment permis d'aider déjà les enfants pour tout l'aspect motivationnel parce que moi, j'ai des enfants qui ont des suivis quand même multiples et longs. Donc ça, clairement, en termes de motivation, ça a vraiment changé la donne, ça c'est sûr. Même si, voilà, ils étaient très contents de venir, mais là, ils sont encore plus contents de venir. Et je vois vraiment l'intérêt aussi pour les objectifs que j'avais en termes de suivi en ergo. Donc, c'est chouette et on en parlera, je pense, un peu plus après. Absolument. Parce que nous, on est particulièrement intéressés par le volet moteur, comment l'animal peut aider l'enfant à bouger encore plus ou encore mieux pour grandir. Mais Tout à fait. avant d'aller à ce niveau-là, peux-tu nous définir c'est quoi la médiation animale en tant que telle, là, comme modalité thérapeutique? Alors, la médiation animale, en fait, c'est quelque chose d'assez large, c'est-à-dire que c'est la relation d'aide, qui peut être préventive ou thérapeutique, qui allie, en fait, l'humain et l'animal. Donc en fait, c'est vrai que si on prend cette définition, c'est très, 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 très large, Mhm. mais moi, je l'aime bien cette définition, l'idée que c'est une relation d'aide, que ça va dans les 2 sens, que c'est pas juste, Ouais. l'humain qui prend, mais c'est vraiment une relation entre, l'animal et l'humain et ça, c'est chouette. Voilà, c'est ça, pour moi la définition. Mais c'est quoi la différence avec comme la zoothérapie? Est-ce que c'est la même Oui. chose? Alors en fait, je suis allée regarder un peu plus, Ouais. précisément, ce que disait l'Association française, de thérapie assistée par l'animal et en fait, ce que nous on appelle la zoothérapie ou la thérapie assistée par l'animal, c'est vraiment une branche, si tu veux, de la médiation animale et c'est-à-dire que cette branche-là, elle est vraiment faite par les professionnels de santé ou les professionnels paramédicaux et sur le site de l'association, ils précisent bien en fait que
la thérapie assistée par l'animal ou la personne, en tout cas, qui fait de la zoothérapie, Mhm. c'est pas un métier en soi, c'est vraiment plus une spécialité en lien avec sa profession initiale, sa formation de base. Donc, par exemple, les ergothérapeutes, mais ça marche aussi pour les orthophonistes, les psychomotriciens, etc., etc. Donc, Donc, c'est c'est vraiment une, une sous-partie, en fait. donc, c'est une modalité. Tout à fait, une modalité d'intervention, en fait. Ouais, ouais. OK. Donc, moi, comme ergothérapeute, je dirais que je fais de la zoothérapie si j'amène un animal et que j'utilise À visée cette relation-là. thérapeutique. Oui. Mm. OK. Donc, je ferais aussi de la médiation animale. C'est le plus grand terme qui chapeaute tout, là. Fait Exactement. Et dans les autres champs qu'on peut avoir, il y a tout ce qui est chien d'accompagnement social, le chien d'accompagnement pédagogique, tout ce qui est chien visiteur, tu sais, plutôt avec les personnes qui sont bénévoles. Il y a l'activité assistée par un animal, donc ça, ce serait plus pour le versant vraiment éducation sportive, par exemple les personnes qui sont APA. Il y a l'animation assistée par un animal, donc ça, c'est plutôt les personnes qui ont une formation d'animateur social. Donc vraiment, voilà, il y a plein OK, il y de a plein de champs choses. différents, mais tout ça, ça peut être regroupé sous le terme de médiation animale. Donc, en ce qui nous concerne, dans le fond, c'est pas si important le terme, c'est Non. s'accrocher un peu dans les fleurs du tapis. C'est plus qu'en ergothérapie, on va amener un animal et Exactement. un animal, c'est thérapeutique en soi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose cependant qui est plus dans tout ça que juste amener un animal? Est-ce que Tout moi, à si fait. demain j'amène mon rat dans la session, est-ce que je Tu peux peux. dire oui? Est-ce que je fais Mais, automatiquement de la médiation animale eh ou est-ce ben, qu'il pas y a quelque forcément. chose de spécifique là, que je dois faire pour que ça soit ça? Exactement. Bah, en fait, toute la différence, c'est que si tu veux, si tu amènes juste un animal, ça va être une relation, on va dire, très spontanée et en soi, c'est déjà un bénéfice. Mais Mhm. nous, avec notre œil de thérapeute et avec tout ce qu'on aura préparé en amont, c'est-à-dire que nous, on va réfléchir si on se dit, bon, bah voilà, j'ai le projet de faire de la médiation animale en séance, donc je vais choisir déjà un animal qui soit peut-être plus adapté au public que je reçois. Je vais peut-être former cet animal pour qu'il soit adapté avec mon public, qu'il sache, comment se placer, qu'il sache comment réagir, qu'il soit à l'aise. Et puis moi, en tant que thérapeute, je vais réfléchir à des objectifs moteurs, mais d'autres objectifs qui vont, utiliser l'animal pendant ma séance. J'aime pas trop le terme d'utiliser, mais en tout cas, qui Ouais. vont, en tout cas, je vais me dire: «Oh, bah, ça, c'est une bonne opportunité, c'est un bon médiateur, pour les objectifs thérapeutiques que j'ai en séance». Alors que si j'amène juste un animal et que voilà, il est là, comme ça, bon, bah, peut-être qu'il va se passer des trucs chouettes, mais ça aura pas été vraiment préparé. Il y aura pas vraiment d'objectif en amont, réfléchi pour ça. OK. Et au-delà, est-ce qu'il y a des principes qu'on doit appliquer ou qu'on doit connaître? Dans ma pratique, moi, ce que j'ai vraiment vu, les principes fondamentaux, c'est vraiment, déjà, s'assurer, que le chien ou alors moi, je parle beaucoup du chien, mais ça peut être de la médiation avec d'autres animaux, hein. S'assurer déjà de la sécurité. Ça, c'est vraiment la priorité de base. Être sûr que, ben, le chien, il est en bonne santé, que, on fait vraiment attention à son bien-être, qu'il ait des temps de repos dans la journée, dans la semaine, qu'il soit suffisamment dépensé et cetera. Bah, finalement un peu comme nous, hein, qu'il soit prêt Ouais, pour son ouais. travail. Un des autres principes fondamentaux, c'est vraiment le consentement, de l'enfant et de sa famille. Si, les parents, ils sont pas OK, pour ça et l'enfant aussi. Après, des fois, moi, j'ai eu des familles où c'était vraiment un de leurs objectifs. C'est-à-dire que au delà des aspects vraiment purement ergo, ils avaient vraiment comme objectif de se dire, «Voilà, moi, mon enfant, il a peur des chiens. Je vois à quel point ça OK, le ouais. bloque, dans le quotidien parce qu'en fait, là, s'il croise un chien dans la rue, mon enfant, il se met en danger. Il va traverser la rue sans regarder s'il y a des voitures ou quoi. Donc il faut vraiment qu'on travaille ça» et c'était du coup une belle opportunité de le faire, mais il faut que ce soit OK pour la famille. Des fois, il y a des enfants et des familles où c'est pas du tout l'objectif et là, bon, bah, on ne va pas utiliser le chien de médiation et puis, après nous, d'un point de vue, ergo, on va dire avoir des objectifs précis, pas faire intervenir le chien à tort et à travers, il faut vraiment que ce soit une plus-value, Ouais. pour notre séance et pas, juste, bah, voilà, juste parce qu'on veut utiliser le chien forcément.
C'est à peu près ça. Donc, à t'écouter parler, je peux entrevoir qu'il y aurait tellement d'objectifs possibles. On t'a parlé surmonter sa peur de l'animal, mais on pourrait avoir des objectifs sociaux au niveau de l'empathie, de l'organisation, etc. Quel type d'objectifs moteurs on pourrait avoir qui pourrait bénéficier d'un animal pour les atteindre? Alors, on pourrait les différencier en un peu 2 grosses catégories d'objectifs. Il y a tout ce qui est objectif de motricité globale. Donc là, par exemple, tout ce qui est, faire des parcours moteurs pour travailler l'équilibre, pour travailler, la coordination, œil-main, des choses comme ça. Vraiment les gros parcours pour le tonus, tout ça, ça peut être super bien avec, le chien. En extérieur, moi, j'aime aussi bien l'utiliser, pour tout ce qui est, la marche. Voilà, j'avais une petite fille, on a travaillé la marche, elle était toute petite, donc là, c'était une super motivation de suivre le chien dehors. Ça marchait Ouais. vraiment bien et puis, du coup, c'était intéressant de le faire à l'extérieur parce que, du coup, si le terrain est pas plat, s'il y a de l'herbe, si voilà, il y a plein de choses à gérer un peu différemment. Tout ce qui est apprentissage du vélo aussi, on n'en parle pas forcément, Ah mais ouais, du coup, c'est une super motivation de se dire, «Oh, on va faire du vélo, comme ça on ira aussi vite que le chien» et puis ouais. voilà, on Ouais. va dehors, pour tout ça, ça c'est super. Aussi pour tout ce qui est, gérer les passages piétons, gérer, son environnement extérieur. Alors c'est pas un truc à faire tout de suite, hein, mais moi quand mes patients, ils commencent à être assez bons à vraiment bien gérer leur environnement extérieur, prendre bien les informations, qu'il faut et ben, du coup, c'est une super motivation de se dire: «OK, on va aller balader le chien, il faudra bien t'arrêter au passage piéton, bien regarder». Après, il y a tous les objectifs plutôt, on va dire, de motricité fine et alors là, en fait, la limite, c'est notre imagination, j'ai envie de dire. Parce que là, moi, j'ai plein de jeux avec le chien, et qui peuvent faire travailler tout un tas d'objectifs. Alors toi, je sais que tu es très fan d'écriture. Bon, je sais, c'est mon petit doigt qui m'a dit. Donc au cabinet, j'ai un gros dé en mousse et dans ce dé-là, en fait, je peux changer, en fait, ce qu'il y a sur chaque face. Donc Ouais. voilà, je peux mettre des petites cartes dedans. Donc soit je fabrique les cartes avec les enfants, soit je les fabrique en amont et par exemple, si on travaille sur certains tracés de lettres, sur certains mots à écrire et ben, le chien lance le dé ou l'enfant lance le dé, le chien ramène le dé. Bon ça, c'est pas encore très, très, très bon, mais on va dire surtout le chien lance le dé, Le ça elle aime beaucoup faire et du coup, c'est elle qui choisit quelle lettre doit travailler l'enfant et cetera et c'est beaucoup mieux que si c'est moi qui le fais. Donc ça marche très, très, très bien. Attends un petit peu, Pardon. dans le fond, le chien, Pam, va comme avec son nez, donner un coup Oui. sur le dé, puis ça va tomber sur une face, puis ça, c'est Ah! dans le fond, le choix du chien, c'est ça? Exactement. Alors sauf que, la mienne, elle est un peu trop délicate, alors son nez, ça marche pas trop, donc elle pose la patte dessus pour faire rouler le dé parce que c'est un peu une princesse. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça C'est et cool! ouais, c'est cool et C'est du coup, vraiment les enfants cool! sont hyper motivés, ils viennent reposer le dé, ils lui redonnent, Mais ils oui! disent: «Allez, tu lances et tout» et du coup, bam, lance le dé à nouveau. Ça marche très, très bien et ils sont hyper motivés du coup pour former leurs lettres et pour y aller bien, pour bien s'appliquer, tout ça. Dans les autres choses pour l'écriture, parce que je continue sur l'écriture, toi, je sais que tu aimes bien, heu, dans ma pièce parce que Pam n'est pas là tous les jours, donc il y a des jours où elle OK. n'est pas là parce que c'est ses jours de repos. Donc j'ai fait une petite boîte aux lettres où il y a écrit «Boîte aux lettres de Pam» et donc les enfants laissent des petits mots, des petits dessins, des choses comme ça pour Pam dans la boîte aux lettres et après ils ont le plaisir de la voir ouvrir la boîte aux lettres et je leur montre, voilà, que Pam, elle a lu leur courrier, qu'elle est hyper contente. Donc ça, c'est une grosse source de motivation à chaque fois. Ah, tellement! Je viens juste d'imaginer une idée. Ça va me prendre un chien, mais tu sais, par exemple, une boîte avec, 26 balles dedans et une lettre sur chaque balle et on lance les balles et le chien va, en chercher Ramener. une, la ramener et oh, je suis toute excitée, oui. Eh ben, on a un peu pareil au cabinet, c'est-à-dire que tu vois les gros puzzles en mousse avec les lettres là, ceux qu'on Ah utilise pour oui, faire des oui, tapis pour les c'est petits vrai. géné Ouais. et ben, du coup, moi, ce que je fais, c'est j'en mets plusieurs dans ma pièce et le chien s'arrête sur une lettre. Hop, il s'arrête, on me dit: «Ah, elle a choisi cette lettre-là». Du coup, on fait la lettre ou on fait un mot qui commence par la lettre ou des fois, pour les plus grands, ben, «Regarde, il faut que tu commences par un prénom et que tu imagines une histoire». Enfin, voilà et du coup, c'est
enfin, les possibilités sont énormes. Sur l'écriture, on peut faire plein, plein de choses et ça motive à fond. Est-ce que ton chien, tu as eu besoin de l'entraîner à faire ça? Ou Oui. spontanément, vu qu'il y a des lettres, il y a des choses, elle va aller vers ça et on va dire: «Ah regarde, elle est sur le P, donc elle a choisi le P» ou tu l'as préparé un peu? Alors, Pam, en fait, depuis que je l'ai toujours, entraînée avec, une éducatrice canine au départ. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré, une dame qui avait les 2 casquettes. Moi, j'étais persuadée que chacun son métier. Moi, je suis pas, éducatrice canine, je suis pas capable de faire ça toute seule, sans avoir un retour de quelqu'un dont c'est le métier. Et donc cette personne-là, elle était à la fois éducatrice canine et elle faisait aussi de la médiation animale avec des enfants autistes. Donc ça, j'étais très, très fan, je me suis dit: «Ouh là, c'est parfait». Et du coup, on a beaucoup travaillé pour que Pam, elle, apprenne des nouveaux jeux, que cette personne-là vienne en séance avec moi pour vérifier que le chien aille bien, qu'elle se comporte bien avec les enfants, que l'environnement était safe et sécure pour elle. Voilà, tout un tas de choses et du coup, là, on continue toujours en fait. Là, j'ai trouvé une nouvelle personne parce que la première éducatrice de Pam a malheureusement déménagé. Mais du coup, on continue toujours et en fait, les chiens, c'est comme les humains, hein, ils adorent apprendre. Donc voilà, il y a toujours des nouveaux exercices à apprendre, des nouveaux jeux, avec les enfants et ça, c'est très, très, très chouette. Est-ce que l'enfant, tu sais, autiste qui a déjà, par exemple, un chien, est-ce que tu utiliserais ce chien-là dans la thérapie un peu? Si, disons que tu es une thérapeute qui n'a pas son propre chien en médiation animale, mais que tu as un enfant qui a un chien soit thérapeutique ou un chien tout simplement chez lui. Est-ce que tu pourrais dire amène ton chien et on va travailler avec lui? Est-ce que c'est Tout une va option? dépendre je pense, de la relation que l'enfant il a avec son chien parce que j'ai certains enfants qui ont un chien chez eux, mais que ça n'intéresse pas. D'autres, au contraire, où là, c'est un vrai facteur de motivation. Donc, si c'est un vrai facteur de motivation, ça pourrait être une super, moi, je pense, opportunité, en gardant les parents avec nous en séance parce que c'est pas notre chien. Donc, c'est bien Oui. que le responsable et le maître du chien soient là aussi. Et ça peut être vraiment, quelque chose de très chouette et surtout, je trouve que pour généraliser après à la maison, ça peut être, une super opportunité, en fait, comme s'il continuait là un peu, Ouais. ce qu'il a appris en thérapie à la maison, avec papa et maman, ça peut être, chouette, plus sympa que de dire, «Bon alors cette semaine vous entraînez à tracer la lettre P». Ça peut être Ouais. plus sympa. Tellement, mais j'imagine que c'est pas pour, tous parce que le chien pourrait être stressé par cette idée-là de venir au cabinet puis de Tout à sentir fait. d'autres animaux ou toi, peut-être que tu pourrais aller à domicile, Mmh essayer de mh. voir comment impliquer le chien. Puis je pense que c'est une inspiration à retenir parce que en t'écoutant aujourd'hui, c'est sûr qu'on va se dire: «Ah, ça serait vraiment le fun d'avoir un chien puis de pouvoir avoir le choix de cette modalité-là», mais c'est pas Bien sûr. nécessairement réaliste. Mais les enfants en ont des animaux, donc nous, est-ce que si c'est pas réaliste que l'enfant amène son animal, est-ce qu'on peut considérer utiliser cette modalité-là à travers une visite à domicile, par exemple? Oui, bah, je pense que de toute façon, c'est toujours mieux si c'est au domicile de l'enfant comme ça, Oui, le oui. chien ou l'animal, en tout cas, il a ses repères et après, d'être vigilant à y aller doucement, en fait, à vraiment prendre le temps de nous aussi construire la relation avec cet animal, qu'il nous fasse confiance, que ça se passe bien et puis avoir des petits objectifs au départ pour commencer et que ce soit un succès, en fait. Si on Mmh. commence avec des choses très difficiles, à la fois pour l'enfant, pour le chien, pour nous, ça marche pas. Mais des petits objectifs, ça peut vraiment, vraiment être chouette. Moi, j'avais un petit loulou, j'allais chez lui, à la maison, il avait un chien. Il avait un chien de l'association, je sais pas si tu connais Andy Chien, qui, forme des chiens d'accompagnement. Donc c'est une association qui est sur Lyon. Contrairement aux associations, par exemple, pour les chiens guides d'aveugles, là, c'est vraiment des chiens, pour la OK. socialisation. Et l'objectif, c'était que quand il serait suffisamment âgé pour pouvoir le faire, qu'il pourrait emmener son chien, au collège, par exemple. OK. Et du coup, nous, on travaillait beaucoup dehors dans le jardin avec le chien, notamment la marche, la marche et tout ça. Et là, c'était vraiment une grosse source de motivation. Et là, c'était facile parce que tu vois, ce chien, il était déjà formé en fait. Il était très bien codé, il avait l'habitude,
d'écouter les consignes, il était patient, il était vraiment dédié à cet enfant. Donc, c'était vraiment le bon cas de figure. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein, mais je pense à cet enfant parce que là, ça avait vraiment super bien marché, pour le coup. Et je pense qu'on a une association similaire au Au Québec. Canada? Ouais, c'est Mira, dans le fond, qui s'implique à former les chiens guides aussi au niveau de la déficience visuelle, mais également beaucoup pour les enfants autistes, pour la régulation, la socialisation aussi. Donc, ça doit être l'équivalent. Tout à fait. As-tu d'autres idées d'activités pour nous aider à visualiser les Ouais. possibilités? Alors pour la motricité fine, il y a aussi toute la partie, soin du chien qui fonctionne bien, et du coup, ben, ça va être, d'aller, dans soin, j'implique aussi tout ce qui est alimentation. Donc en fait, Bien. il suffit d'avoir plein de petites boîtes avec plein de petites serrures un peu difficiles, des sachets compliqués à ouvrir, des choses à des pots un peu hermétiques où il faut de la force et on va cacher les petites croquettes dedans, tout ça. Ça fonctionne très, très bien. Tout ce qui est jeu de lancer aussi, ça fonctionne bien avec tout un tas de choses. Moi, j'en ai où c'est, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en tout cas, il y a un bouton vraiment dur à appuyer, pour travailler au niveau, du pouce, et pour lancer la balle. Alors la balle part très, très loin et les enfants sont très, très contents, mais au départ, il Ouais, faut vraiment appuie forcer fort. et après, sinon, de façon générale, peu importe l'activité, mais ça peut être de se dire, bon, bah, on fait cette activité-là et à chaque fois qu'on fait cette activité, on gagne une petite croquette et moi, j'adore faire ça avec mes Ouais. patients. Donc au bout de 3 ou 4 croquettes, on dit: «OK, c'est bon, et maintenant on va cacher les croquettes, dans le cabinet». Alors ça, mes patients, ils adorent, ils cachent les croquettes dans le cabinet et après le but du jeu, c'est de ne pas dire aux chiens où est-ce qu'ils ont caché les croquettes, ça marche pas à chaque fois. Souvent, ils sont très bons joueurs, ils aident énormément. Mais voilà, du coup, en fait, Oui, c'est ça que je trouve chouette, c'est que même si l'activité est pas dédiée sur chien, ça oui. marche très, très bien pour les motiver et se dire: «OK, on gagne des croquettes pour le chien, ça va être super». Mais Alors moi, je veux oui. vraiment des petites, petites parce que sinon ça fait des trop grosses portions de nourriture pour la journée. Mais ça fonctionne bien. Dans les autres choses que j'ai au cabinet aussi, c'est que j'ai fait des puzzles, maintenant on peut faire ça, des puzzles personnalisés avec des photos du chien, et du coup juste une activité puzzle en fait, avec, le chien. C'est vachement plus motivant que ce que j'avais avant sur Pas de patrouille et cetera. Oui, ben oui, vraiment. Donc, tu utilises le chien. Quel autre animal peuvent être utilisés ou démontrent du potentiel? Dans les animaux qui ont beaucoup de potentiel, ben, je pense Oui, qu'il faut parler de l'équithérapie, hein, avec les chevaux. Ça, je pense, ça a un gros, gros potentiel. Après avec les problématiques qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est pas forcément accessible pour tout le monde, si on habite en ville et cetera et puis ça a un coût qui est quand même plus oui, important. Mais ça, c'est sûr que pour travailler, tout ce qui est, posture, tonus, il y a vraiment plein de choses qu'on peut travailler, avec ce médiateur-là, donc ça, c'est super chouette. Je pense que tout ce qui est aussi chat, ça marche, à mon avis très bien, tout en veillant bien sûr aux mêmes règles que pour les chiens, c'est-à-dire, qu'ils aient suffisamment de temps de sommeil dans la journée, qu'ils aient un coin vraiment à eux pour qu'ils puissent se ressourcer et cetera, qu'ils soient bien à jour au niveau santé, tout ça. les chats sont pas un peu moins prévisibles ou entraînants, bon, que... Oui, c'est plus Oui, c'est ça. difficile, je Oui, pense, hein. C'est ça, c'est évident que c'est plus difficile et on va pas forcément pouvoir leur demander la même chose qu'à un chien. Alors, sauf oui, si on a un chat très, très, très bien entraîné et et qui voilà, mais c'est quand même plus difficile alors qu'un chien, oui, ça va aller «vite» entre guillemets, il apprend très vite et il oui. comprend très vite. Et après, il y a tout ce qui est petits animaux, ben, les rongeurs, les lapins, les animaux comme ça fonctionne bien aussi, c'est chouette. J'avais même vu que certains avaient essayé aussi avec des animaux aquatiques, type, les dauphins, Hmm? tout ça. Bon là, ça Ah, ça part dans des choses un peu plus, voilà, mais ça un existe. poisson. C'est Un ça. aquarium avec un poisson. On travaille, on vient d'avoir un épisode sur le oculomoteur, donc on peut Ah bah, travailler nos poursuites visuelles en regardant le poisson. exactement, ça peut, Euh, hein. Ça peut. Après, je sais pas si la motivation sur le long terme fonctionne, Hmm, mais au moins pour une fois, ouais, ça peut. ouais. Mais moi, ma fille, à une époque, avait des dégus qui sont
comme un croisement entre un chinchilla et un rat. Ok. Et ils étaient dans une cage et je les avais amenés quelques fois juste par curiosité pour amener un peu conversation avec l'enfant puis les observer, mais je les avais pas utilisés comme tels de manière Mm. thérapeutique, mais juste leur présence déjà peut faciliter certaines choses. C'est sûr. Bah, Ouais, en fait, je trouve ouais. qu'aussi ça change un peu la dynamique de la séance parce que on est obligé aussi de se faire au rythme aussi de l'animal et au Mhm. rythme de l'enfant. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que des fois on arrive, on est un peu à fond et hop, 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 hop. Ouais, Là, on est ouais, obligé de se dire, OK, il faut le temps de présentation, que l'animal et l'enfant se disent bonjour, tranquille, ouais, faut ouais. qu'ils aient leur petit temps à eux, leur petit sas et on peut travailler après. Et puis pareil, à la fin, il faut qu'il y ait ce petit sas de on se dit au revoir, oh mon Dieu, on va pas se voir pendant une semaine. Oh. Ah oui, Voilà. vraiment, hein. Alors, tu nous as parlé des types d'animaux. Est-ce que c'est plus utilisé avec certains types d'enfants ou de personnalités? Oui, alors je pense que ça peut vraiment s'utiliser avec beaucoup, de types d'enfants. Pour moi, ce qui serait important, c'est un enfant déjà qui ait pas forcément peur de l'animal ou s'il a peur que il faut vraiment être sûr que ce Oui, soit un objectif et qu'il soit OK de oui, travailler cet avec l'objectif. objectif-là, pas quelque chose qu'on va lui imposer. Hem, un enfant qui se mette pas en danger ou qui mette pas en danger l'animal. Moi, je travaille avec des enfants qui peuvent quand même avoir des gros troubles du comportement. Donc là, je vais être très, très, très vigilante parce que je veux pas que ça déborde ou que ça soit un risque pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, voilà. Et je dirais les enfants Mm. aussi, qui sont, on va dire, trop contents de voir l'animal ou limite ça peut vraiment les empêcher de travailler. Donc là, c'est pas que je vais pas mettre le chien, hein, mais c'est juste que je vais limiter peut-être les moments où ils verront le chien pendant la séance. C'est-à-dire souvent, c'est au début, après je fais sortir un peu le chien, on travaille, on se concentre réellement Mhm. parce que vraiment l'attention, c'est s'il y a le chien à côté, voilà, dès que le chien il cligne d'un œil, l'enfant il est plus avec moi. Donc voilà et après hop, on retourne voir le chien et puis hop, on revient et là on peut faire un peu des va-et-vient comme ça. Mais sinon, après, en termes de type de population, bah, c'est sûr que tous les enfants avec des défis moteurs, ça peut vraiment très, très bien fonctionner. Ça peut vraiment être un intérêt pour eux. Moi, je travaille beaucoup avec des enfants autistes, donc là, il y a vraiment un intérêt, sur le plan sensoriel, un intérêt sur le plan de la communication. Enfin, vraiment, c'est très, très chouette. Je rajouterais aussi tous les enfants avec tout ce qui est troubles de l'oralité alimentaire. Moi, mon chien, c'est les séances qu'il préfère, hein, clairement, parce que c'est quand même super chouette de manger pour lui et puis elle est pas difficile, hein, c'est-à-dire que les haricots verts, les OK. brocolis, tout est Ah, bien, ben quoi. oui. Surtout si c'est l'enfant qui donne, alors là, c'est vraiment, vraiment top et les enfants, généralement, me regardent Ah, avec des grands yeux, l'air de dire: «Mais ah, il a mangé le brocoli, bon, je vais peut-être y aller, ah, du coup, je vais peut-être essayer quand même». Alors que si c'est nous, adultes, qui tellement. faisons: le brocoli, c'est vraiment génial, C'est ça. ça marche moins bien». Ah, wow. Non, c'est vraiment cool, ça, cette Oui, possibilité-là. Oui, comme je disais tantôt, je pense qu'il y a tellement d'objectifs possibles avec oui, les animaux. Est-ce que Pam facilite aussi en jeu libre, dans le fond? Comme oui, juste jouer avec Pam, c'est sûr que ça fait bouger l'enfant d'une manière variée. c'est ça. Ça, c'est Et vraiment aussi, quelque ouais, chose qui est vraiment chouette en jeu libre, c'est-à-dire que, vu que l'animal, il est pas jugeant, il va pas, donner son avis pour dire: «C'est bien, c'est pas bien» et cetera. Sur tout ce qui est prise d'initiative et jeu libre, c'est vraiment très, très chouette et moi, c'est pas rare que, à la fin de la séance, quand je suis en train de débriefer avec le parent, de faire un point et tout ça, en fait, je retourne et les enfants soit en train de jouer avec, le chien, soit en train de lui raconter leurs petits secrets. Enfin voilà, il se passe des choses, chouettes dans cette relation et on n'a pas besoin d'être tout le temps, à l'initiative, en fait. Là, c'est chouette aussi de les voir, prendre des idées, essayer des choses, voilà, se cacher dans le hamac pour voir si le chien va nous trouver, se cacher derrière une porte pour voir si le chien va nous trouver, ouais, oui. lui raconter des histoires, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui utilisent la médiation animale?
Je pense que c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Avec la difficulté, c'est que, ben, du coup, ça nécessite quand même, d'avoir un cadre de travail qui s'y prête. C'est-à-dire que si on est beaucoup en déplacement dans les écoles et cetera, c'est pas forcément facile. Je parle pour la partie en libéral, Mmh. hein. En institution, je sais que ça se développe aussi de plus en plus, pas forcément avec un public d'enfants, mais aussi, par exemple, en maison de retraite. Ça s'y prête bien et on sait qu'il y a beaucoup de bienfaits, pour les personnes âgées de la présence d'un animal. Donc je pense que ça se développe, mais c'est pas, une pratique qui est complètement généralisée non plus. D'accord. Donc, est-ce que tu as, par exemple, un groupe Facebook que tu fréquentes avec d'autres ergothérapeutes? Avec une orthophoniste et du coup, on a un groupe Facebook avec cette orthophoniste qui OK, s'appelle Un chien chez l'ortho et qui est OK. assez chouette et qui est assez participatif pour celles qui ont fait la formation, celles et ceux qui ont fait la formation. Mais je pense qu'il y a des groupes Facebook, ouais, qui doivent exister sur, médiation animale et ergothérapie, mais je t'avoue que je les connais Mmh. pas. OK. Je fais partie de ceux des orthos, bizarrement. Mais garantis qu'il y a au moins une des ergots qui nous écoute qui va dire: «Oh, ça m'intéresse d'aller Ouais, peut-être plus loin», puis surtout de le faire dans un contexte, une perspective d'ergothérapie, ce qui peut différer de bien ce sûr, qu'on peut recevoir étant si on est formé par, quelqu'un de plus neutre, au niveau professionnel. tout à fait Je pense, et ouais. ça, c'est sûr et Mmh. justement, quand on fait les formations de zoothérapie, je trouve que ce qui manque, c'est vraiment cette perspective d'ergo. Ouais, C'est-à-dire que souvent, c'est des formations qui sont quand même assez généralistes et qui ont du mal à s'adapter à notre cadre de travail et à nos objectifs que nous, on peut avoir en tant qu'ergo. Donc ça manque vraiment ouais, d'avoir quelque chose, vraiment dédié à notre profession, encore une ouais. fois. Donc c'est Mmh une question pertinente. Oui, alors, aller rejoindre Léa, former un groupe et C'est développer ça. la médiation animale en ergo. Est-ce qu'il y a des études, sur la médiation animale qui existent, que tu aimerais nous partager? Puis, Oui. j'imagine que c'est non, mais est-ce que tu en as déjà lu en ergothérapie? Alors, en ergothérapie, je pense que chaque année, il y a énormément de mémoires d'ergothérapeutes OK, OK, sur le sujet, OK. parce que moi, je sais que je suis, sollicitée, beaucoup, Ah beaucoup, oui, beaucoup sur les ce sujet à étudiantes de chaque fois. troisième année. Oui, c'est C'est ça. ça, par les étudiants de troisième année, donc ça, c'est chouette. Je pense que si on veut OK, lire des mémoires là-dessus, il y en a plein, 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 OK, plein, plein. OK. Après, en Bon à termes savoir. Ouais. d'études, et de recherches, il y a beaucoup d'études. Alors je les ai pas toutes en tête, mais il y a beaucoup d'études, sur le sujet, enfants porteurs d'autisme et médiation animale parce que là, il y a vraiment des intérêts thérapeutiques qui ont été, évalués Ouais, et ouais. cotés et cetera. Et là, dernièrement, j'ai lu une étude qui, je pense, va beaucoup t'intéresser. Elle est très récente parce qu'elle date de 2024. OK. Je me suis notée dans quel journal c'était. C'était dans l'International Journal Behavior, Nutrition and Physical Activity. OK. Et là, ils avaient alors je l'ai peut-être très mal prononcé, tu C'est m'excuseras. j'ai compris, ouais. Mais là, ils ont montré quelque chose de vraiment intéressant. Ils ont montré que, le fait d'avoir un animal chez soi, ça augmentait le taux d'activité physique et ils ont Oui, ça montré que ça a augmenté beaucoup, surtout pour les petites filles qui, au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit qu'elles décrochent en termes d'activité physique, on va dire intense par rapport aux petits garçons du même âge et que le fait là d'avoir un animal, bah, intéressant. ça entraîne et ça maintient cette activité physique. Donc ça, je trouve, c'est super intéressant, Oui, d'avoir ça en oui, tête. oui, c'est ça. Ça peut faire partie des recommandations ou conseils, lorsqu'on rencontre une famille avec un enfant qui a besoin, de beaucoup plus bouger, bouger librement pour justement grandir dans son corps et tout Mmh mh. ça. Et si c'est une famille qui dit: «Ah, on pensait justement, peut-être se procurer un chien, un animal et tout ça», donc ça peut vraiment être un bon boost, Ouais. pour le développement de l'enfant juste d'une manière naturelle. Et je dirais que même à tous les âges, en fait, le simple fait d'avoir un animal, ben, on est obligé de sortir, de le balader. Donc on est obligé d'avoir une activité physique pas forcément intense comme pourrait avoir un enfant qui court avec son chien toute la journée dehors dans le jardin et cetera. Mais ça même je dirais pour quelqu'un d'un peu plus âgé, ça peut être vraiment intéressant, qui voilà, de se balader tous les jours, d'avoir des interactions sociales avec des gens qu'on n'aurait pas eu forcément de centre d'intérêt en commun, ça c'est vraiment chouette aussi. Mais au-delà, moi, je pense aux enfants qu'on incite à retourner au sol
pour développer plus leur posture, leur ceinture scapulaire. Et plus les enfants sont grands, plus ils font des jeux intenses de la motricité globale debout. Et avoir un animal, ça nous incite à s'asseoir par terre, à se déplacer à quatre pattes pour le Ouais. suivre, prendre sa balle, à s'accroupir. Donc, Mm. ça fait faire des mouvements qu'on ne fait pas spontanément autant. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et puis, les chiens aiment beaucoup qu'on se mette au sol, qu'on soit proche Oui. d'eux, qu'on les regarde. La proximité physique, c'est important pour eux. Donc, effectivement, tout ce qui est activité au sol, quand on a un chien, on est plus tenté de le faire. Ça, c'est évident. Mhm. Ah oui. Tantôt, tu as mentionné qu'il fallait porter attention à l'aspect sécurité, autant pour le chien que l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre? Oui. Moi, dans les précautions que je conseillerais à tout le monde, c'est si vous choisissez d'avoir un chien de médiation au cabinet, en libéral ou même en salariat, hein, de prendre quand même quelqu'un, un éducateur canin spécialisé, qui a un peu ce regard extérieur et qui est vraiment spécialisé sur le chien. Pas sur votre pratique d'ergo, mais vraiment sur le chien. Pour vérifier que tout se passe bien pour le chien. Parce que même si c'est son chien, qu'on le connaît bien, qu'on sait bien le lire, qu'on comprend bien ses comportements, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a un peu cet œil-là d'expert sur voilà, comment se met en place la relation. Est-ce qu'il n'y a pas des signaux qui montrent que le chien il aurait besoin de plus de repos, plus de distance, plus... Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et puis, bien sûr, de continuer à lire, de se documenter, continuer à se nourrir intellectuellement là-dessus. Ça, je pense que c'est vraiment important. Mais est-ce que cet éducateur canin-là, tu l'invites à chaque fois? Il est toujours présent ou c'est Non, 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 non. occasionnellement, il vient observer et voir Oui, comment ça se passe et donner des oui, conseils? oui. Oui, OK. vraiment de façon ponctuelle, mais je dirais qu'au début, surtout quand le chien il est jeune et qu'on est vraiment dans ce processus-là de OK, on veut que ça se passe bien, on veut que là peut-être de le faire de façon plus régulière. Donc, comme je te disais, moi, ma chienne maintenant, elle a 6 ans, donc évidemment, c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce relais-là et ce retour de façon régulière, c'est vraiment chouette. OK. On a besoin de quelqu'un dont c'est le métier aussi. Ben, tout à fait. Aller se former, ça fait du sens, c'est certain, si ça nous intéresse. Sinon, as-tu des lectures pour nous rentrer un peu dans le sujet et qu'on puisse explorer si ça pourrait être approprié pour nous? Alors, il existe plein de bouquins sur la zoothérapie de façon générale, voilà, des choses très Mhm. poussées, très documentées. Mais moi, quand j'ai commencé avec ce petit bouquin-là, que je trouve très pratico-pratique. Ça s'appelle Jouer avec son chien dans la maison. C'est de Anya Jacob. Et elle donne plein de petites idées de jeux et d'activités ludiques à faire à la maison avec son chien. Et en fait, ces activités-là, ça peut vraiment être transposé assez facilement, moi j'ai trouvé, au cabinet d'ergothérapie. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup inspirée et puis c'était facile, très, pratico-pratique à mettre en œuvre. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé, je le conseille à chaque fois, à mes collègues qui réfléchissent et qui se disent: «Ah, par quoi on commence?» Ben, merci pour la référence parce que c'est vrai qu'en t'écoutant, là, je réalise qu'on a beaucoup axé l'épisode sur la médiation animale en contexte d'ergothérapeute, mais par exemple, un parent qui nous écoute ou même une éducatrice et tout ça, donc ça donne à avoir un animal. Justement, ta recommandation de lecture peut donner des idées pour bénéficier un peu plus de cette relation-là. C'est ça. L'idée, c'est de OK. se dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu et activité avec l'animal en dehors de juste des choses très traditionnelles, lancer une balle, lancer un frisbee, Ouais, courir avec son chien, voilà, des bon point. idées un peu en plus assez sympas à faire et qui vont bien motiver les enfants. En plus, dans le livre, il y a beaucoup d'activités qu'on peut fabriquer soi-même, donc c'est OK. encore mieux parce que du coup, l'enfant fabrique et après il peut faire avec le chien, donc ça, c'est chouette. Parfait. Alors, je vais mettre tout ça en référence et je vous rappelle que Léa travaille dans la région de Lyon. Donc, je vous laisse ses coordonnées si vous avez envie d'entrer en contact avec elle sur le plan professionnel ou personnel. Alors, Léa, c'est toujours un plaisir de t'écouter, d'être inspirée puis d'apprendre avec toi. Alors, merci d'être venue au podcast Bouger pour grandir. Merci Josiane, merci beaucoup pour ton invitation. J'étais ravie de pouvoir échanger à nouveau avec toi.
Bye bye tout le monde! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo.